Donc d'abord sur la dimension de démocratie participative, on a démultiplié donc ces espaces depuis les années 80 sur le culturel, les années 90 sur les projets de ville, et aujourd'hui on en est à faire de la coproduction, d'aménagement d'espaces publics. Je vous donnerai un seul exemple, je n'ai pas le temps de développer. Les agriculteurs viennent nous voir régulièrement, une fois par an, on a une réunion avec eux. Ils nous disent en 2014, il faut absolument refaire les chemins ruraux parce que ceux-ci sont délabrés, donc on doit pouvoir les retravailler. La réponse de la ville, ça a été de dire que non, on n'allait pas les refaire, d'une parce qu'on n'avait pas le budget pour ça, et deux parce que s'ils étaient détériorés, c'était parce que les agriculteurs, en passant avec leurs grosses machines, n'en prenaient pas nécessairement soin et les délabraient. Et donc il y a une discussion qui s'est engagée, et on s'est posé la question collectivement de comment on pouvait coproduire cette réalisation, cet aménagement. Et donc la ville s'est engagée à acheter les matériaux, le remblai, pour refaire les chemins, et les agriculteurs se sont engagés à venir avec leurs machines, leurs bennes, amener leur temps et leurs bras pour travailler. Et finalement, on a économisé 70% de la facture, c'est-à-dire qu'on a payé 30 000 € une facture qui devait monter à 100 000 € pour refaire ces chemins. Et résultat, ces chemins aujourd'hui sont respectés parce qu'on les a coproduits avec leurs principaux usagers. On a plein d'exemples de ce type et on résume ça dans ce qu'on appelle les 50-50, faire ensemble un pas et avancer ensemble sur l'aménagement public. Sur les questions de nature, de biodiversité, on consomme plus trop d'eau potable issue des réseaux. On a à peu près 3 semaines d'autonomie en eau pour tout ce qui est usage impropre, toilettes, arrosage, lavage, etc. On a développé 15 km de ceinture verte à travers la ville, sur lesquelles on a planté des corridors biologiques, des arbres fruitiers. Enfin, il y a plein de fonctions qui se développent autour tout simplement d'un aménagement pédestre. On est en zéro phyto depuis des années. On est en gestion différenciée, on a un suivi participatif de la biodiversité avec la population, ce qui a fortement contribué à améliorer le cadre de vie et à faire prendre conscience aux Lossois que quelque chose se passait dans l'amélioration de leur ville. En termes d'énergie, on a démultiplié depuis les années 90 les opérations d'éco-construction ou d'éco-réhabilitation, c'est-à-dire qu'on utilise des éco-matériaux pour faire de la performance thermique dans le logement. Donc les éco-matériaux, c'est de la paille, c'est du lin, c'est du chanvre, etc. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas à 1% de ce qu'on devrait produire en énergie renouvelable si on voulait être 100% énergie renouvelable en 2050, ce qui est la trajectoire d'une ville TEPOS, territoire à énergie positive. Donc, on a fait plein de choses, mais ça ne suffit pas. C'est là où je dis qu'il faut changer d'échelle. Et donc, on regarde aujourd'hui, par exemple, comment on massifie le développement du solaire sur nos toitures. L'éolien, par contre, on ne peut pas en faire, pour des raisons d'UNESCO, de Grande Guerre. Vous savez que l'Australie a écrit une lettre officielle à des porteurs de projets dans le Pas-de-Calais pour leur demander d'arrêter de faire des projets éoliens parce que ça ennuie les morts et ça embête les porteurs de... Enfin, ça nuit finalement à cette commémoration de la Grande Guerre. Vous voyez que développer les énergies renouvelables, c'est pas forcément une question technologique, c'est avant tout une question sociétale, sociale. Si on ne prend pas en compte ces considérations-là, on passe à côté des enjeux. Sur les questions économiques, on a des indicateurs assez intéressants, les indicateurs alternatifs en gros de richesse et de bien-être. On se retrouve avec des résultats qui sont voilà, plutôt efficaces. En termes de chômage, on est 4 points inférieurs à la zone d'emploi de Lens. Je ne sais pas vous dire ce qui relève de la démarche progressive de Los-Angeles depuis les années 80 et ce qui relève d'un contexte structurel qui nous dépasserait, qui ferait que Los-Angeles aurait structurellement moins de chômage qu'ailleurs. Chiffre INSEE à l'appui, on sait quand même dire qu'on a créé à peu près 350 emplois entre 1999 et 2009, dont plus d'une centaine dédiés aux éco-activités. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est en train de résoudre la problématique de l'emploi à Los-Angeles. Ce sont sur ces centaines d'emplois dédiés aux éco-activités, généralement des emplois pourvus par des personnes fortement formés, enfin avec du coup un parcours universitaire qui n'est pas forcément celui de l'habitant lambda du bassin minier, mais progressivement on arrive à constituer des écosystèmes et à développer des filières qui font qu'on a des centres de formation aujourd'hui par exemple sur le bâtiment durable qui répondent à des problématiques pour les habitants locaux. Sur les questions de système alimentaire, quelqu'un me posait la question plus tôt. On n'est pas encore à 100% de bio dans nos cantines. On est en bio sur le maternel à 100%, 15% sur les foyers logements. Sur les primaires, en fait, on mange avec le collège, et donc c'est au niveau du collège, vous savez, la répartition des compétences, et donc c'est avec les départements qu'il faut pouvoir traiter ça. Et donc on n'arrive pas aujourd'hui à mettre le collège dans notre logique de développement de la bio, mais on a quand même réussi à mettre en place un dispositif qui fait que 5 agriculteurs ont accepté de se tester à l'agriculture biologique.
Et donc aujourd'hui, ils sont en train de développer de l'emploi et de densifier leurs commandes parce que le bio, vous savez, a une forte croissance économique et donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. On développe aussi des projets de micro-fermes, des micro-fermes qui viennent développer toute une série de fonctions complémentaires à un système alimentaire. J'ai pas le temps de développer. Je voudrais atterrir sur, en gros, voilà cette image. Voilà l'ancienne fosse, le 11-19, ce qui devait être détruit et ce qui était censé ne plus exister. Ce pourquoi, dans les années 80, les Lossois se sont battus pour le conserver, ce qui s'est transformé progressivement en pôle d'excellence du développement durable et ce qui constitue aujourd'hui une véritable turbine sur les questions d'écoactivité. On a par exemple un pôle de compétitivité sur les questions d'économie circulaire et toute une série de clusters autour du bâtiment, des énergies renouvelables, de l'analyse en cycle de vie qui sont implantés sur ce site. Je passe tout ça et je voudrais simplement atterrir et finaliser sur ce qu'on appelle notre code source. Donc Loos-en-Gohelle est un démonstrateur national pour l'ADEME sur la conduite du changement vers la ville durable. C'est-à-dire qu'on n'est pas la ville aboutie, on est une ville en transition qui met en place un processus participatif qui fait qu'on est en capacité, et on le prouve à travers une évaluation extérieure, de changer la posture des acteurs, de leur offrir des espaces d'implication dans lesquels ils vont pouvoir bonifier les politiques publiques qu'on propose, les amplifier, voire les compléter. Et donc on a demandé à l'ADEME d'évaluer finalement ce code source pour vérifier s'il y avait bien une méthode lossoise de conduite du changement, si elle était efficace et à quelles conditions elle serait réplicable, transférable auprès d'autres territoires. Alors le code source il est simple, c'est d'abord un socle pour donner du sens, c'est la base de ma maison, c'est les fondations. C'est-à-dire que ce qui constitue les valeurs communes aux habitants de ce territoire, les valeurs culturelles, c'est très important. Il ne s'agit pas de considérer que c'est quelque chose à saupoudrer comme ça, non. C'est le cœur même de ce qui fait que les gens vont être en capacité à un moment de se lever, de se battre et de s'organiser pour protéger ce qui les constitue. Dans le bassin minier, c'est la mine. Ailleurs, ce sera d'autres choses. On considère que ça peut s'adapter à différents territoires. Ensuite, on travaille ce qu'on appelle l'approche narrative, c'est-à-dire la mise en récit de notre transition, pour créer les conditions d'un nouvel imaginaire, mais aussi pour être en mesure de permettre aux Lossois de contribuer à ce récit, de le critiquer s'ils le veulent, mais d'y contribuer d'une manière ou d'une autre. Et donc ça se fait à travers plein de processus que je n'ai pas le temps de développer ici. Ensuite, on travaille les questions de leadership et d'organisation. Comment on crée les conditions d'apparition d'un leader? Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas Nelson Mandela qui naît leader. Nelson est travaillé par une communauté internationale pour en faire le leader qu'il est devenu. Malgré tout, il avait des valeurs, des choses qu'il portait intrinsèquement et qui ont pu se révéler. Comment on fait en sorte que dans les collectivités, dans les 36 000 communes qui constituent la France, on arrive à travailler cette mise en émergence de leaders locaux en capacité de porter la transition. Mais les leaders seuls ne font rien. Ce qui compte, c'est l'organisation de travail autour de ces leaderships et donc les enjeux de coopération qui sous-tendent la capacité à porter une vision, à la mettre en œuvre. Ensuite, j'ai 4 piliers. L'implication habitante. On considère que c'est un indispensable aujourd'hui. Une ville qui ne fait pas d'implication habitante, à travers différents dispositifs, ne peut pas prétendre à faire de la transition écologique et sociale, pour plein de raisons. La pensée et l'action systémique, c'est-à-dire porter les enjeux en transversalité, se penser en écosystème, à l'interne d'une organisation de travail, mais aussi à l'échelle d'un territoire et dans les relations que ce territoire noue avec d'autres territoires ou d'autres échelles institutionnelles. La question de l'innovation et le mode projet, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir le meilleur plan du monde écrit sur le papier, si on ne l'applique pas concrètement au terrain, on ne saura pas que potentiellement ça ne marche pas ou qu'il y a des conditions pour que ça se réalise. Donc expérimenter et se donner donc un droit à l'erreur, parce que l'innovation c'est d'abord un droit à échouer. Et puis le 4e pilier, qui est très propre à Jean-François Caron, c'est la réhabilitation du rêve en politique, c'est-à-dire l'étoile et les cailloux blancs. On peut se définir ville TEPOS, territoire à énergie positive, et avoir l'ambition d'être 100% énergie renouvelable en 2050. Et on peut faire le toit de l'église en photovoltaïque, qui ne constitue pas 1% de ce qu'on devrait produire, mais qui est un caillou blanc, un signal faible, visible par tout le monde, qu'on est en chemin sur cette transition. Tout ça conduit à des résultats thématiques sur tous les secteurs que j'ai brossés à grands traits, et surtout à des résultats systémiques, et j'arrêterai là, qui sont des capacités de résilience, la capacitation des habitants, des questions de confiance, de bien vivre ensemble, qui sont très difficilement mesurables, mais qu'on arrive malgré tout à évaluer. Je vous remercie de votre attention.